StudyGate Digital Learning Technologies. Dans cette troisième vidéo de syndrome coronarien aigu, je vais essayer de récapituler la prise en charge des syndromes coronariens aigus à la fois donc ST- et ST+. Je vais aussi traiter la partie de pharmacologie et puis je vais répondre donc à des questions que vous m'avez posées, bien sûr en se basant sur les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Mais donc je vous propose cet algorithme devant un syndrome coronarien aigu avec juste décalage du segment ST, donc un STEMI. Donc surtout, il y a des délais qu'il faut apprendre par cœur. Donc si on va amener le patient vers un hôpital où il y a un centre de cardiologie interventionnelle, donc une salle de cathétérisme qui est accessible au cours des premières 60 minutes, dans ce cas, bien sûr, on doit opter pour l'angioplastie primaire. Par contre, si on va amener le patient vers un hôpital sans salle de cathé, alors il faut s'interroger si on aura dans ce cas un accès à une angioplastie dans les 2 heures. Donc là, le délai est dans les 2 heures. Qui نبداو في hôpital ما فيهوش salle de cathé. Donc, si c'est possible dans ce cas, on doit opter aussi pour l'angioplastie primaire. Sinon, on doit opter pour la thrombolyse, bien sûr, après élimination des contre-indications. Bien sûr, actuellement, on utilise la métalyse et thrombolyse. Normalement, pour évaluer donc le succès de lyse, il y a un délai normalement à 60 minutes, mais 90 minutes. Donc, si succès de lyse, il faut faire une coronarographie dans les 3 à 24 heures. Donc, il y a à apprendre délai d'imaging question, donc un peu méconnu par les étudiants. وقتاش كيبدا عندنا succès de lyse, وقتاش لازمنا نعمل الكورو. Donc, la réponse, c'est dans les 3 à 24 heures. Et si on a un échec de lyse, donc il faut faire une angioplastie de sauvetage. Donc, avec l'algorithme du syndrome coronarien ST+. Maintenant, pour le syndrome coronarien ST-, donc on va récapituler la prise en charge. Surtout ST-, la problématique, c'est qu'il y a à la fois un risque hémorragique et un risque thrombotique. Donc un risque thrombotique ischémique et un risque hémorragique par surtout les drogues qu'on va utiliser. Mais ce qui m'a fait STEMI, donc il y a un risque, donc c'est vital, le risque est thrombotique. Il dépasse largement le risque hémorragique. Donc la conduite, il faut thromboliser. Là, il y a une égalité. Avec allège, donc, pour la prise en charge, donc il y a ce qu'on appelle la stratification des risques. Donc en réalité, quand on parle de stratification de risque, et surtout le risque ischémique, thrombotique et le risque hémorragique. Donc avec allège, il y a des scores qu'on calcule donc habituellement, surtout le score de Grace pour les événements donc intra-hospitaliers, surtout de type ischémique, et le score de Cruzet, donc qui calcule le risque hémorragique du patient. Donc là, bien sûr, après avoir débuté le traitement pharmacologique, la problématique c'est quand est-ce qu'on doit faire la coronarographie. Donc, femme 4 catégories qui m'appellent à Lyon. Donc, il y a d'abord les patients à très haut risque. Il y a ceux qui ont fait donc, un état de choc cardiogénique, une insuffisance cardiaque réfractaire, donc un OAP réfractaire, des troubles de rythme ventriculaire graves, ou bien donc un angor réfractaire. Donc, le patient, il reste algique malgré le traitement anti-ischémique. Dans ce cas, donc, il faut faire une coronarographie immédiate. Donc, idéalement, à calme 2 heures. Mais dans les 2 heures. Donc, il y a examen, vous répondez inférieur à 2 heures, mais dans les 2 heures. La deuxième catégorie donc, des gens, ce sont les patients à haut risque. Donc, les hommes ont une stratégie invasive précoce, donc une coro, dans moins de 24 heures. Donc cette catégorie surtout fait aller à un score de Grace supérieur strictement à 140. Ou bien ceux qui ont un troponine positif, ou bien les patients qui ont une modification dynamique de segment ST ou bien de long de T. Donc d'ailleurs il s'appelle des critères majeurs primaires. Donc tous ces patients, les hommes ont une coro dans moins de 24 heures. Troisième catégorie des gens, c'est les patients qui ont un diabète, une insuffisance rénale, une dysfonction VG, donc FVG à 40%,
qui a un encore post-infarctus, une angioplastie récente ou l'antécédent de pontage, comme on a vu. Donc, une couro précoce, idéalement, en moins de 72 heures. Et dernière catégorie des gens, c'est les patients à risque faible. Donc, ceux qui n'ont pas de récidive de douleur, qui ont un ECG normal, des troponines négatives, premier point et deuxième point négatif. Dans ce cas, donc, soit on va faire donc, une couro déférée, ou bien donc, on va faire les tests fonctionnels, les tests ischémiques, donc à type d'épreuve d'effort. Donc surtout l'épreuve d'effort, pour s'assurer donc de la part de l'insuffisance coronaire dans la symptomatologie initiale. Donc il y a un petit rappel sur la prise en charge globale. Donc concernant donc la pharmacologie, alors fait traitement de la phase aiguë, on a surtout le traitement l'IBL-FED, c'est le traitement antithrombotique. Il fait donc 2 anti-agrégants plaquettaires et un anticoagulant. Et c'est le traitement. Quand j'ai fait question donc devant un syndrome coronarien aigu, quel est le traitement à administrer en premier lieu? C'est le traitement antithrombotique. Il fait 2 anti-agrégants plaquettaires ou un anticoagulant. Alors pour les anti-agrégants plaquettaires, donc on a d'abord l'aspirine, l'acide acétylsalicylique, bien sûr, qui inhibe de façon irréversible la voie de la cyclooxygénase qui est impliquée dans l'activation plaquettaire. Et ceci, bien sûr, à faible dose. Donc, on a l'aspirine d'abord, donc on va donner, bien sûr, l'aspirine IV, donc aspigique IVD, pour bien sûr avoir un effet rapide. Puis, donc, l'aspirine AVI, Péros. Donc, généralement, on donne l'aspirine 500 mg, un quart ou un demi-comprimé. Deuxième anti-agrégant plaquettaire qu'on donne, c'est les inhibiteurs de récepteurs P2Y12. C'est ce qu'on appelle les thiénopyridines. Donc, il y a un aphytone, c'est le clopidogrel, il est معروف donc Princeps Plavix, 75 mg. Donc, l'action, c'est une inhibition donc, du récepteur P2Y12 qui est impliqué dans l'activation plaquettaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le récepteur de l'ADP. Alors, pour le clopidogrel, il faut savoir qu'il a une action retardée, donc de 3 à 4 heures, il n'a pas une action immédiate, il se donne Péros. Généralement, donc, on va donner une dose de charge si le patient est moins de 75 ans, sinon on ne donne pas de dose de charge. Alors, si le patient donc, va subir une angioplastie primaire, généralement on donne une dose de charge de 8 comprimés, donc 600 mg. Sinon, s'il va avoir une thrombolyse, on donne 4 comprimés, donc 300 mg. Et puis, bien sûr, le clopidogrel, devant tout syndrome coronarien aigu, il faut l'associer à l'aspirine pendant 1 année. Quel que soit le type de stent. Quel que soit le type de stent. Et bien sûr, il y a des situations où, après donc, une angioplastie transluminale, donc on va donner une dose de 2 comprimés par jour de clopidogrel, non pas 1, généralement donc pendant 1 semaine, voire 2 semaines. Ça dépend bien sûr de l'opérateur, il y a mal donc stenting. Bien sûr, donc, dans cette classe thérapeutique, le clopidogrel est le seul donc, موجود في تونس, mais il faut savoir que dans cette classe, il y a des molécules d'autres qui sont plus intéressants que le clopidogrel ou ont un profil خير برشا من le clopidogrel, surtout l'action rapide, ما عندهمش donc un passage hépatique, ils sont bien tolérés حتى chez le diabétique, مش كيما le clopidogrel. Donc, et ceci كيما le prasugrel et كيما le ticagrelor. Donc, هذوما à ne pas prendre خاطر tout simplement مش موجودين في تونس. Donc, elle est la double anti-agrégation plaquettaire. Puis, on a donc l'anticoagulation. L'anticoagulant, donc, qu'on utilise en Tunisie, c'est l'héparine à bas poids moléculaire. Donc, dima syndrome coronarien c'est plus qui m'a une dose de charge en IVD, donc soit héparine HNF 50 mg IVD ou bien donc l'inoxaparine 30 mg IVD. Puis, la dose d'entretien, c'est qui m'a la dose de l'inoxaparine 0,1 ml par kilo 2 fois par jour. Bien sûr, une question qui se pose, donc l'Ovenox. Alors, il faut savoir que idéalement, donc, on arrête le Lovenox s'il y a une reperfusion totale. Donc, après faire la coronarographie, après avoir fait donc la dilatation artérielle ad hoc. Donc, après la perfusion, ou bien sûr, massarech reperfusion totale, on peut donc garder le Lovenox au minimum donc 5 jours. Donc, attention, jamais le patient meurt sous Lovenox à dose curative, donc syndrome coronarien. Jamais. Ce n'est pas un traitement au long cours. Mishkima le Plavix ou l'aspirine. Mais madame, on a un traitement antithrombotique, donc il faut mentionner
un troisième traitement anti-agrégant plaquettaire puissant, l'anti-IGP2B 3A. Donc, qui est un récepteur bien sûr plaquettaire inhibé par cette classe. Il est fait à la Grasta, l'isamiotyrofibon, voilà, et Riopro. Donc, il faut savoir que ces molécules, donc, nous semblons par la pousse seringue électrique, généralement, leur indication se fait en salle de caté. Donc, on perd coraux une charge thrombotique très importante. Donc, on décide de mettre donc pousse seringue de Grasta, bien sûr. Dans ce cas, il faut surveiller le patient après l'angioplastie, à la rate le risque hémorragique devient très important. On passe maintenant au traitement anti-ischémique. Donc, il y a 3 molécules qu'on peut utiliser dans le syndrome coronarien aigu à visée anti-ischémie. D'abord, donc, le traitement majeur, c'est les bêta-bloquants. Donc, sur le plan pharmacologique, pourquoi on utilise les bêta-bloquants? Donc, il faut savoir que les bêta-bloquants, ils diminuent la consommation d'oxygène du myocarde. En diminuant la fréquence cardiaque, en diminuant la contractilité, donc l'inotropisme, et en diminuant la tension systolique intrapariétale. Et bien sûr, ceci en s'opposant aux catécholamines. Donc, c'est l'effet anti-ischémique majeur des bêta-bloquants. En plus que ça, donc, les bêta-bloquants ont un effet anti-arythmique. Donc, c'est des molécules qui préviennent donc les arythmies. C'est les meilleures molécules d'ailleurs. Un troisième effet pour les bêta-bloquants en phase aiguë, donc d'IDM, c'est qu'ils préviennent la rupture cardiaque dans le péricarde. Donc, ils préviennent la rupture de parois libres de VG, surtout. Donc, avec allège, les bêta-bloquants, donc, il faut les commencer dès la phase aiguë. Bien sûr, sauf contre-indication. Quelles sont les contre-indications des bêta-bloquants? Bien sûr, les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, la bradycardie majeure, l'hypotension, l'insuffisance cardiaque congestive décompensée, donc un OAP, ou bien l'asthme bronchique, bien sûr, ce n'est pas une contre-indication absolue. Les molécules qu'on utilise donc fréquemment, c'est surtout l'athénolol et l'hypotène, ou l'athénomine. Donc généralement, on obtient tout en surveillant la fréquence cardiaque. Donc, comme un objectif, il faut ralentir la fréquence entre 50 et 60 battements par minute. Et si le patient il a une fraction d'éjection qui est abaissée, dans ce cas, c'est une indication au bêta-bloquant de l'insuffisance cardiaque. Femme 4 molécules. Et la molécule qu'on utilise couramment, c'est ce qu'on appelle le 5-corps, le bisoprolol, donc dosé à 2,5 mg. Ou bien sûr, il faut débuter progressivement et surveiller le malade. Deuxième molécule anti-ischémique, c'est les dérivés nitrés. Alors, le mécanisme, ils sont vasodilatateurs mixtes, donc ils diminuent la précharge par leur action vasodilatatrice veineuse et ils diminuent la postcharge par leur action vasodilatatrice artérielle. Dans ce cas, donc, ils diminuent la consommation d'oxygène du myocarde. En plus que ça, ils ont une action vasodilatatrice coronaire propre, donc ils augmentent le flux coronaire. Donc, comme molécule, on a surtout le risordan, le dinitrate d'isosorbide, qu'on peut utiliser donc pour double action. Soit donc si le patient il présente un pic hypertensif, donc pour diminuer la tension artérielle, ou bien si le patient il est algique, donc comme un traitement anti-ischémique. Dans ce cas, généralement donc on donne le risordan par la pousse seringue électrique. On peut commencer 1 à 2 mg par heure et augmenter progressivement en surveillant la tension artérielle systolique. Bien sûr, il ne faut jamais descendre sous les 100 mm de mercure pour la tension systolique. Troisième molécule anti-ischémique, c'est les inhibiteurs calciques. Alors, c'est les inhibiteurs calciques de type non-dihydropyridinique. Donc, c'est les inhibiteurs calciques bradycardisants, les quimatildien ou le verapamil. وقتاش نستعملوا les inhibiteurs calciques كما قلنا s'il y a une contre-indication spécifique au bêta-bloquant, comme par exemple un asthme bronchique ou bien une artérite. Donc, c'est le traitement anti-ischémique. À part ça, bien sûr, il y a les statines qu'il faut commencer à la phase aiguë à forte dose généralement chez les sujets jeunes. Donc on commence généralement pour la torvastatine à 80 mg, donc 2 comprimés de 40. Puis on peut réduire la dose à 40 mg. Bien sûr, chez les sujets âgés, il faut être prudent de la tolérance de statine, donc les effets indésirables. Donc généralement, on se satisfait d'une dose de 40 mg. Donc, les statines, c'est un traitement à vie. Leur effet, bien sûr,
indiquer bien sûr quel que soit le bilan lipidique, à la khatra عندهم ce qu'on appelle un effet pléiotrope local. Il stabilise la plaque d'athérosclérose. Leur effet est largement démontré. Et comme objectif, bien sûr, il faut diminuer le LDL à 0,7 g par litre. Ou quand le patient à 0,7, il faut les diminuer de plus que 50% de la valeur initiale. Les autres traitements qu'on peut introduire à la phase aiguë, on a surtout les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui m'a surtout le captopril et le pril. Donc, allez, nous avons le post-infarctus à la phase aiguë. D'abord, à la khatra, donc, ils diminuent la précharge, donc par leur action vasodilatatrice systémique. En plus que ça, on a ce qu'on appelle un effet antifibrosant. Donc, il limite le remodelage ventriculaire en réduisant les zones nécrosées et améliorant la qualité de l'hypertrophie compensatrice de l'anévrisme. Alors, il faut introduire les UIC. Alors, idéalement dans les 24 premières heures. Surtout chez les patients qui ont une fraction d'éjection à 40%. Voilà les patients qui ont un diabète ou bien une hypertension ou une insuffisance rénale. Alors, bien sûr, insuffisance cardiaque congestive, c'est une contre-indication. Donc, patient a un OAP ou une hypotension, il ne faut pas introduire les UIC. Alors, pour les ARA2, il les UIC. Donc, alors, en cas de tout, d'intolérance des UIC, surtout la molécule a la même, le valsartan. Pour les anti-aldostérone, Z, qui est l'aldactone, alors, ils sont indiqués chez les patients qui ont fait un infarctus du myocarde et qui sont déjà traités par les UIC et les bêta-bloquants avec une FEVG à 35%, idéalement chez des patients qui sont diabétiques, mais attention, ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Et aussi attention à l'hypercalémie, les anti-aldostérone. Donc, avec le volet pharmacologique, le syndrome coronarien aigu, on passe maintenant donc aux questions. Alors, il y a une question sur le phénomène de la sidération et l'hibernation myocardique. Donc, les deux définitions, il faut les apprendre. Facilement fait le croc. Donc, la sidération, c'est une zone de myocarde qui est vascularisée mais ne se contractant pas et qui va récupérer en quelques jours, généralement à 2 semaines après l'ischémie aiguë. Par contre, l'hibernation, c'est un myocyte qui est non vascularisé. Donc, c'est pour cela qu'il ne se contracte pas et qui va récupérer après la revascularisation. Donc, les zones myocardiques sidérées ou en hibernation, c'est du myocarde qui est viable. Donc, dans les deux cas, c'est du myocarde qui est susceptible de récupérer sa fonction contractile. Alors, deuxième question, c'est pour les syndromes coronariens avec sus-décalage ST, vu après H12. Est-ce qu'on doit reperfuser ou non? Alors, dans ce cas, donc, nous allons parler un IDM donc semi-récent. Il faut savoir que, femme a des indications, oui, on peut donc indiquer un traitement de reperfusion, bien sûr, l'angioplastie primaire. S'il existe des signes d'ischémie persistante, surtout si le patient il garde donc un angor résiduel avec donc des modifications électriques. C'est ce qu'on appelle donc claudication. Dans ce cas, oui, on peut reperfuser même après H12. Autre question, alors, concernant l'infarctus du myocarde de la paroi inférieure du ventricule gauche, donc, quelle est l'artère touchée? Parfois donc la circonflexe, parfois la coronaire droite. Alors, il y a des signes donc qui orientent vers telle ou telle artère. D'abord, lorsqu'il y a une extension au ventricule droit, donc un sus-décalage fait le V3R ou le V4R, donc c'est certainement la coronaire droite. Il y a d'autres signes qui orientent donc vers l'origine. La coronaire droite, c'est des signes électriques. C'est la prédominance donc du sus-décalage du segment ST en D3, dans la dérivation D3, par rapport à la dérivation D2. Et surtout lorsqu'il y a un sus-décalage du segment ST en V1. Donc, ça oriente plutôt vers l'atteinte de la coronaire droite plutôt que celle du circonflexe. Par contre, si l'infarctus du myocarde associe le territoire inférieur au territoire basal, sans extension VD, c'est plutôt en faveur donc d'une atteinte de la circonflexe. Et pour le miroir, alors généralement le miroir donc fait territoire latéral
Il faut savoir qu'une amplitude de sous-décalage en AVL supérieure à celle en D1 est plutôt en faveur d'une atteinte de la coronaire droite. Donc, هذا les signes principaux à apprendre, tout en sachant qu'il y a plusieurs autres signes qui manquent bien sûr de spécificité et de sensibilité vu les variations anatomiques. StudyGate, Digital Learning Technologies.